Avant de commencer, une clarification importante. Cette vidéo présente une analyse économique critique basée sur des données officielles. Il s'agit d'un diagnostic, pas d'une condamnation définitive. Mon objectif est d'informer, pas d'alarmer inutilement. La France a surmonté des crises majeures par le passé et possède des atouts considérables pour l'avenir. Cette analyse vise à encourager une prise de conscience constructive. Vous venez de descendre à Charles de Gaulle, vous vous attendez au rêve français. Vous imaginez la France des publicités Chanel, des terrasses sans fin et d'un équilibre vie-travail envié dans le monde entier. Vous pensez entrer dans une superpuissance prospère. Mais la réalité économique est bien différente de cette image. Vous mettez les pieds dans un pays qui fait face à des défis économiques structurels majeurs, un pays où la classe moyenne subit une pression croissante, où de nombreux jeunes talents envisagent l'expatriation, et où la dette publique atteint des niveaux historiques qui soulèvent des questions légitimes sur la soutenabilité du modèle. Les croissants sont toujours excellents, et la qualité de vie reste enviable sur bien des aspects. Mais l'économie, elle mérite notre attention critique. Bienvenue dans une analyse factuelle de la situation économique française. Pendant les 20 prochaines minutes, je vais vous présenter 9 indicateurs économiques qui révèlent des fragilités importantes dans le modèle français. Ces chiffres proviennent de sources officielles, INSEE, OCDE, Banque de France. Important, je ne prétends pas que la France est condamnée. Ce que je présente, ce sont des tendances actuelles qui nécessitent une réflexion collective et, possiblement, des ajustements de politique économique. Restez jusqu'à la fin, car la dernière raison concerne l'ensemble du monde occidental, pas seulement la France. Commençons par un exercice de réflexion. Imaginez que vous êtes un jeune professionnel français. Vous avez investi 5 années d'études supérieures. Vous avez obtenu votre master. Vous parlez anglais? Vous avez des compétences recherchées. Vous décrochez un emploi qualifié dans une ville comme Lyon ou Bordeaux. Vous ouvrez votre première fiche de paie, 1 940 € net par mois. C'est le salaire médian mensuel net en France selon l'INSEE pour 2024. La moitié de la population active gagne moins que ce montant. Maintenant, comparons avec un emploi non qualifié. Une personne au SMIC, le salaire minimum interprofessionnel de croissance, perçoit environ 1 400 € net mensuels en 2024. L'écart, environ 540 € par mois. Pour contextualiser, aux États-Unis, l'écart entre un salaire minimum et un salaire médian est proportionnellement bien plus important. En France, cet écart s'est considérablement réduit ces dernières décennies. Les économistes appellent ce phénomène la smicardisation, une compression progressive de la structure salariale. Pourquoi cette situation existe-t-elle? Le coût du travail en France est parmi les plus élevés d'Europe, à cause des charges sociales importantes. Quand le gouvernement augmente régulièrement le SMIC pour protéger les travailleurs les moins payés, ce qui est une intention louable, il crée mécaniquement une pression sur toute la grille salariale. Les employeurs, confrontés à des coûts fixes élevés, ont des marges limitées pour augmenter les salaires des positions intermédiaires. Conséquence, aujourd'hui, plus de 17% des salariés français sont rémunérés au SMIC. Des millions d'autres se situent à peine au-dessus. L'impact psychologique est réel. Après 5 années d'études et des responsabilités professionnelles importantes, gagner seulement 40% de plus qu'un emploi non qualifié peut créer une démotivation. Clarification importante. Cela ne signifie pas que le système français est cassé de manière irréversible. D'autres pays européens comme l'Allemagne ou les Pays-Bas ont trouvé des équilibres différents. Des réformes sont possibles. Et en parlant de coût de la vie, à Paris, un studio correct coûte entre 1 200 et 1 500 € mensuels. Avec un salaire médian de 1 940 €, vous comprenez rapidement les tensions budgétaires que vivent de nombreux Français. Ce premier indicateur pose une question. Comment maintenir la motivation et l'innovation quand les écarts de rémunération sont si comprimés? Prenons maintenant la route vers le nord de la France. 2 heures au-delà des boutiques parisiennes, vous découvrez une France différente. Les Hauts-de-France, le Grand Est. C'est là que subsistent les traces de ce qui fut la puissance industrielle française. Nous avons tous cette image de la France comme nation technologique, Airbus, le nucléaire civil, les TGV, Arianespace, et ces fleurons existent bel et bien. Mais regardons les chiffres globaux. L'industrie manufacturière représente aujourd'hui environ 10% du PIB français, selon les données de l'INSEE. En comparaison, Allemagne, près de 20%. Italie, environ 16%. Même la Pologne dépasse la France. Que s'est-il passé? Entre les années 1980 et aujourd'hui, la France a connu une transformation économique majeure. Les dirigeants politiques successifs ont parié sur une économie de services, estimant que l'industrie manufacturière était un secteur du passé. L'objectif était de faire de la France une économie post-industrielle axée sur les services, le tourisme et les secteurs à haute valeur ajoutée, comme le conseil et le luxe. Le résultat est contrasté. Succès.
la France est effectivement devenue la première destination touristique mondiale. Succès, le secteur du luxe français, LVMH, Kering, Hermès, dominent le marché mondial. Mais la désindustrialisation a eu des effets secondaires importants. Quand les usines ferment dans les territoires ruraux et les villes moyennes, ce ne sont pas seulement des emplois qui disparaissent, ce sont des écosystèmes économiques entiers. Les emplois industriels bien rémunérés pour des personnes sans diplôme universitaire, les commerces locaux qui dépendent de ces salaires, les services publics, écoles, hôpitaux, qui se réduisent avec la population. C'est l'une des racines de la colère sociale que vous voyez dans les mouvements comme les Gilets jaunes. Ces populations ne rejettent pas la modernité, elles subissent les conséquences d'une transition économique mal accompagnée. Fait marquant, pendant la pandémie Covid-19, la France a découvert qu'elle ne pouvait plus produire du paracétamol sur son territoire. Le pays de Pasteur devait importer des médicaments de base depuis l'Asie. Est-ce irréversible? Non. Plusieurs pays européens relocalisent certaines industries stratégiques. La France a lancé des plans de réindustrialisation. Le diagnostic est posé, des solutions existent, mais la transformation prendra des années. Cette deuxième raison soulève une question stratégique. Peut-on bâtir une économie prospère et résiliente principalement sur les services et le tourisme? Parlons maintenant d'un sujet moins visible mais absolument crucial, la dette publique. On entend souvent parler de la dette américaine, mais les États-Unis contrôlent leur monnaie et peuvent, en théorie, imprimer des dollars. La France, elle, utilise l'euro. Elle ne contrôle pas sa politique monétaire. Elle dépend de la Banque centrale européenne et de la confiance des marchés financiers. Les chiffres de 2024. La dette publique française atteint environ 113% du PIB selon les données de la Banque de France et d'Eurostat. Pour contextualiser, les critères de Maastricht, qui définissent les règles budgétaires européennes, fixent un plafond à 60% du PIB. La France n'a pas vu ce niveau depuis les années 1990. Plus préoccupant encore, la France n'a pas adopté de budget équilibré depuis 1974. Cela fait 50 ans de déficit consécutif, quels que soient les gouvernements au pouvoir, gauche, droite ou centre. Où va cet argent emprunté? Il ne finance pas massivement de nouveaux investissements productifs, infrastructures, recherche. La majeure partie va dans ce qu'on appelle les dépenses de fonctionnement, notamment la protection sociale. La France dépense entre 32% et 34% de son PIB en protection sociale, le niveau le plus élevé au monde, devant même les pays scandinaves. Précision importante, avoir un système de protection sociale généreux n'est pas un problème en soi. C'est même un choix de société que beaucoup de Français soutiennent. Le problème, ce niveau de dépenses est soutenable seulement si l'économie croît suffisamment pour générer les recettes fiscales correspondantes. Or, la croissance française est modeste, autour de 1% par an en moyenne ces dernières années. Conséquence directe. En 2024, les paiements d'intérêts sur la dette représentent l'un des plus gros postes budgétaires de l'État. Bientôt, la France dépensera plus à rembourser les intérêts de ses dettes passées qu'à financer l'éducation nationale. Scénario préoccupant. Si les taux d'intérêt continuent d'augmenter, ce qui est probable avec l'inflation, le service de la dette deviendra de plus en plus lourd, réduisant les marges de manœuvre budgétaires. Est-ce une catastrophe imminente? Non, pas nécessairement. Le Japon vit avec une dette de plus de 250% du PIB depuis des années. Mais la situation nécessite une vigilance et probablement des ajustements à moyen terme. Cette troisième raison pose une question de soutenabilité. Combien de temps peut-on maintenir un niveau de dépenses publiques financé par l'endettement croissant? Regardons maintenant ce qui se passe concrètement sur une fiche de paie française. La France détient le record mondial de la pression fiscale selon l'OCDE. Environ 45 à 48% du PIB est collecté en impôts et cotisations sociales chaque année. Décortiquons un exemple concret. Imaginons qu'une entreprise souhaite vous embaucher et est prête à investir 60 000 € annuels pour votre poste. Appelons cela le coût employeur total. Première étape, l'entreprise paie des cotisations patronales, retraite, santé, chômage, etc., environ 25-30% du montant. Votre salaire brut contractuel sera donc autour de 43 000 €. Deuxième étape, sur ce brut, vous payez vos cotisations salariales, environ 22-23%. Votre salaire net avant impôt, environ 33 000 €. Troisième étape, l'impôt sur le revenu est prélevé à la source, taux variable selon situation, mais disons 10-15% pour un célibataire à ce niveau. Salaire net disponible, environ 28 000-30 000 € annuels. Résultat, sur les 60 000 € que l'employeur a dépensés pour vous, environ 30 000 € arrivent effectivement dans votre poche, 50% partent en prélèvements obligatoires. Clarification essentielle, ces prélèvements ne sont pas du vol ou de l'argent jeté par la fenêtre. Ils financent votre couverture santé universelle, votre future retraite, l'assurance chômage, les infrastructures publiques, l'éducation, etc.
La question légitime, ce niveau de prélèvement est-il optimal? Le cercle vicieux potentiel? Les entreprises ont du mal à offrir des salaires nets attractifs à cause des charges élevées. Les salariés ont peu de pouvoir d'achat. La consommation stagne. L'économie croît lentement. L'État collecte moins de recettes que prévu. L'État augmente les taux pour compenser. Et on retourne au début du cycle. Nuance importante, d'autres pays avec forte fiscalité, Danemark, Suède, ont des économies dynamiques. Le niveau de taxation n'est donc pas le seul facteur. L'efficacité de l'utilisation de ces fonds compte aussi. Et concernant la richesse, la France a longtemps eu un impôt de solidarité sur la fortune ISF qui taxait le patrimoine. Cela a conduit à l'expatriation de nombreux contribuables fortunés. Macron l'a transformé en impôt sur la fortune immobilière uniquement, mais le message culturel persiste. La réussite financière est vue avec suspicion. Cette quatrième raison soulève une question d'équilibre. Quel est le niveau optimal de fiscalité qui finance les services publics sans étouffer la croissance économique? Vous vous souvenez peut-être des images de 2023. Paris paralysé, manifestations massives, tensions sociales majeures. La raison? Le gouvernement proposait d'augmenter l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Pour un observateur international, cette réaction pouvait sembler disproportionnée. En Allemagne, on part à 67 ans. Aux États-Unis, pareil. Au Royaume-Uni aussi. Mais en France, cette proposition a été perçue comme une attaque contre un droit fondamental. Pourquoi cette sensibilité? Le système français de retraite est un système par répartition. Concrètement, l'argent prélevé sur votre salaire aujourd'hui n'est pas placé sur un compte à votre nom. Il est immédiatement versé aux retraités actuels. Quand vous prendrez votre retraite, ce seront les actifs de ce moment-là qui paieront pour vous. Ce système fonctionne parfaitement quand beaucoup d'actifs cotisent, peu de retraités reçoivent les pensions, la durée de la retraite est limitée. Dans les années 1960, il y avait environ 4 travailleurs pour 1 retraité en France. Le système était excédentaire. Aujourd'hui, le ratio est tombé à environ 1,7 actifs pour 1 retraité. L'espérance de vie a considérablement augmenté, tant mieux. Les baby-boomers prennent massivement leur retraite. Le taux de natalité, bien que meilleur qu'en Allemagne ou Italie, ne suffit pas. Résultat mathématique. Le système des retraites enregistre un déficit structurel de plusieurs milliards d'euros chaque année. Les solutions possibles, toutes impopulaires, augmenter l'âge de départ, ce qui a été partiellement fait, augmenter les cotisations, mais elles sont déjà très élevées, diminuer le montant des pensions, politiquement explosif, augmenter la natalité ou l'immigration, effet à très long terme. Point crucial, je ne dis pas que les retraités français sont des privilégiés égoïstes. Beaucoup ont travaillé dur toute leur vie dans des conditions difficiles. Ils ont cotisé en respectant les règles du moment. Le problème, c'est un défi démographique et mathématique, pas une question de moralité. Les jeunes actifs aujourd'hui, déjà sous pression salariale et fiscale, savent qu'ils cotisent beaucoup pour les retraites actuelles, tout en ayant une forte probabilité de recevoir moins quand leur tour viendra. Est-ce insoluble? Non. D'autres pays ont réformé leur système. La Suède a créé un système mixte. Mais cela nécessite du courage politique et un dialogue social apaisé. Cette 5e raison pose une question intergénérationnelle. Comment assurer la solidarité entre générations quand l'équilibre démographique s'inverse? Franchissons maintenant les frontières. Entrez dans un bureau de Google à Zurich, un laboratoire de recherche à Boston ou une banque d'investissement à Londres. Regardez attentivement les badges nominatifs. Vous serez surpris du nombre de noms français. Le constat: la France forme d'excellents ingénieurs, chercheurs, médecins et entrepreneurs grâce à un système éducatif de qualité, notamment les grandes écoles. Mais elle peine à retenir ses talents sur son territoire. Les estimations suggèrent qu'entre 2,5 et 3 millions de Français vivent à l'étranger. Et ce n'est pas un échantillon aléatoire de la population. Profil type de l'expatrié français, hautement qualifié, jeune, 25-40 ans, multilingue, esprit entrepreneurial. Exactement les profils dont une économie moderne a besoin pour innover et créer de la richesse. Pourquoi partent-ils? Prenons l'exemple d'un chercheur en intelligence artificielle avec un PhD. Option A, rester en France. Salaire 40 000, 50 000 euros bruts annuels. Environ 30 000, 35 000 euros nets. Fiscalité, environ 45-50% de prélèvements totaux. Appartement, 35-40 Medinidama en région parisienne. Évolution de carrière, hiérarchie rigide, promotion lente. Option B, partir, par exemple Bay Area en Californie. Salaire 150 000, 200 000 dollars, environ 140 000, 185 000 euros. Fiscalité, plus faible selon État. Logement, maison avec jardin possible. Carrière, méritocratie, promotion rapide possible.
Le choix est, pour beaucoup, évident. Conséquence pour la France. Le contribuable français finance l'éducation coûteuse de ses talents via impôts. Ces talents créent ensuite de la valeur aux États-Unis, en Suisse, au Royaume-Uni. L'économie française perd à la fois l'investissement et le retour. Exemple concret, le PDG de Moderna, vaccin Covid, Stéphane Bancel, français, basé aux USA, le fondateur de Snowflake, Tech, Benoît Dageville, français, a construit l'entreprise aux USA. Clarification. Je ne blâme pas ces personnes. Elles font des choix rationnels pour leur carrière et leur famille. C'est le système français qui doit s'interroger sur sa capacité à offrir des opportunités compétitives. Y a-t-il de l'espoir? Oui. La scène tech parisienne, Station F, French Tech, se développe. Certains talents rentrent au pays après avoir acquis de l'expérience à l'étranger, mais le flux net reste négatif. Cette 6e raison pose une question stratégique. Comment un pays peut-il rester compétitif quand ses meilleurs éléments choisissent de bâtir leur carrière ailleurs? Oui, mais au moins en France, on a la santé gratuite et des services publics de qualité. C'est l'argument classique. Et, historiquement, c'était vrai. Le modèle social français était effectivement performant. Mais la réalité de 2026 est plus nuancée. Le système de santé, visiter un service d'urgence dans un hôpital public français aujourd'hui. Les temps d'attente peuvent atteindre 10, 12, voire 15, 20 heures pour des cas non vitaux. Dans certaines zones rurales, il existe des déserts médicaux où vous ne trouvez aucun médecin généraliste dans un rayon de 30 km. Pourquoi? Les médecins partent à la retraite massivement. Le numerus clausus quota d'étudiants en médecine a artificiellement limité le nombre de nouveaux médecins pendant des décennies. Les conditions de travail se sont dégradées, surcharge, rémunération stagnante. De nombreux jeunes médecins choisissent le secteur privé ou l'expatriation. L'éducation nationale, les élèves français étaient parmi les meilleurs au monde en mathématiques dans les années 1990-2000. Selon les dernières évaluations PISA, la France est désormais dans la moyenne OCDE, avec des inégalités croissantes. Causes identifiées. Enseignants sous-payés, salaire réel en baisse depuis 20 ans. Crise de recrutement, pénurie d'enseignants qualifiés, classes surchargées dans certaines zones, démotivation croissante de la profession. Le système judiciaire, la justice française est notoirement lente. Les délais pour obtenir un jugement peuvent se compter en années. Les tribunaux sont sous-financés, les magistrats surchargés. La tragédie du système actuel, les Français perdent toujours une fiscalité parmi les plus élevées au monde, mais la qualité perçue des services publics se dégrade progressivement. Résultat, ceux qui en ont les moyens sortent du système public. Écoles privées pour leurs enfants, assurance, santé complémentaire pour accéder à des soins plus rapides, sécurité privée dans certains quartiers. Cela crée une société à deux vitesses, où l'égalité d'accès, principe fondateur de la République, s'érode progressivement. Est-ce irréversible? Non, absolument pas. D'autres pays ont réformé leurs services publics avec succès, mais cela nécessite des investissements ciblés, une réorganisation administrative, une revalorisation des métiers de la fonction publique et du temps. Important, ce diagnostic ne signifie pas qu'il faut privatiser tous les services publics. Cela signifie que le modèle actuel nécessite des ajustements pour rester performant. Cette 7e raison pose une question de durabilité. Comment maintenir des services publics universels de qualité quand les financements stagnent et les besoins augmentent? Voici un fait surprenant. Selon les études PVA et Gallup International, les Français figurent régulièrement parmi les populations les plus pessimistes au monde concernant l'avenir. Plus pessimistes que des populations vivant dans des pays en guerre, en crise profonde, ou avec une pauvreté extrême. Comment expliquer ce paradoxe? La France a 5 semaines de congés payés minimum, un système de santé universel, des infrastructures de qualité, TGV, routes, etc., une gastronomie mondialement reconnue, un patrimoine culturel exceptionnel, et pourtant, les Français sont moroses. L'explication tient à l'écart entre espérance et réalité. Les Français sont élevés avec le récit de la grande nation. Napoléon, De Gaulle, les Lumières, la Déclaration des droits de l'homme, le rayonnement culturel mondial. On leur enseigne qu'ils font partie d'une civilisation exceptionnelle qui a donné au monde ces valeurs universelles. Mais quand ils regardent autour d'eux, leur langue est remplacée par l'anglais dans les affaires et la tech. Leur influence diplomatique diminue. Leur économie croît moins vite que celle de pays moins prestigieux. Leur culture est Netflixisée et américanisée. Cette dissonance cognitive, cet écart entre ce qu'on leur a promis et ce qu'ils vivent, crée une frustration profonde. Les conséquences économiques de ce pessimisme, consommation bridée, les Français épargnent énormément taux d'épargne parmi les plus élevés d'Europe, par peur de l'avenir. Cela ralentit la croissance, entrepreneuriat limité. En France, l'échec entrepreneurial est encore perçu comme une tâche indélébile.
contrairement aux USA où « fail fast » est valorisé. Résultat, moins de création d'entreprises. Radicalisation politique, le sentiment que le système ne fonctionne plus, alimente les extrêmes politiques, créant une instabilité qui effraie les investisseurs. Clarification importante, ce pessimisme n'est pas une faiblesse de caractère des Français. C'est une réponse compréhensible à une situation objective de tension économique et sociale. Peut-on inverser cette tendance? Oui, mais cela nécessite des résultats économiques tangibles qui redonnent confiance, un nouveau récit national qui concilie fierté historique et ambition future, des réformes qui montrent que le changement est possible. Cette 8e raison pose une question culturelle. Comment relancer une économie quand la confiance collective s'est effondrée? Avant de conclure, j'ai un message important pour tous ceux qui ne vivent pas en France et qui se disent « Intéressant, mais ça ne me concerne pas ». Détrompez-vous. La France n'est pas une exception. C'est un laboratoire. C'est un aperçu du futur qui attend de nombreuses démocraties occidentales. Regardons les symptômes communs. Vieillissement démographique, France, ratio actif, retraités en chute, États-Unis, les baby-boomers américains prennent leur retraite massivement. Europe. La plupart des pays ont un taux de natalité sous le seuil de renouvellement. Désindustrialisation. France, 10% du PIB. États-Unis, la Rust Belt, Ohio, Michigan, Pennsylvanie racontent la même histoire. Royaume-Uni, déclin manufacturier similaire. Endettement public croissant. France, 113% du PIB. États-Unis, plus de 120% et en hausse rapide. Japon, plus de 250%. De nombreux pays européens au-dessus de 100%. Polarisation politique, France, effondrement des partis centristes, montée des extrêmes. États-Unis, division républicain-démocrate, à des niveaux historiques. Royaume-Uni, Brexit et ses conséquences. Italie, Allemagne, montée des partis populistes. La France a simplement touché ses murs en premier. Pourquoi cela devrait-il vous inquiéter? La France est la 2e économie de la zone euro. Si elle entre en crise grave, les marchés financiers européens seraient ébranlés, l'euro pourrait être déstabilisé, les autres économies européennes seraient affectées, les répercussions seraient mondiales, comme en 2008, mais avec d'autres déclencheurs. Pourtant, je ne prédis pas un effondrement imminent. Je dis simplement que les fragilités sont réelles et méritent attention. Message clé. Si vous vivez aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne ou ailleurs en Occident, regardez votre propre pays. Quel est votre ratio dette, PIB? Quelle est votre démographie? Comment évolue votre industrie? Quel est le niveau de polarisation politique? Les mêmes causes produisent souvent les mêmes effets. Cette 9e raison pose une question civilisationnelle. Le modèle économique occidental du XXe siècle est-il encore viable au XXIe siècle? Alors, après ce tour d'horizon, la France est-elle condamnée à devenir un musée touristique géant où l'économie réelle s'étiole lentement? Ma réponse, non. La France a traversé des épreuves bien plus graves. La guerre de 100 ans, la Révolution française, 2 guerres mondiales dévastatrices, l'occupation nazie, la décolonisation. À chaque fois, elle a rebondi. Parfois douloureusement, toujours difficilement, mais elle a rebondi. La France possède des atouts considérables. Une population éduquée et qualifiée. Des infrastructures de classe mondiale. Une position géographique stratégique en Europe. Des champions industriels dans l'aérospatial, le nucléaire, le luxe. Un système de recherche publique performant. Un marché intérieur important. 67 millions d'habitants. Une attractivité touristique inégalée. Ce qui est nécessaire, des réformes structurelles. Pas des révolutions, mais des ajustements progressifs et assumés. Sur les salaires, trouver un équilibre entre protection des bas salaires et reconnaissance des qualifications. Sur l'industrie, réindustrialiser stratégiquement dans des secteurs d'avenir, verts, numérique, santé. Sur la dette, engager une trajectoire de réduction progressive. Sur la fiscalité, optimiser l'efficacité de la dépense publique. Sur les retraites, adapter le système aux réalités démographiques. Sur les talents, créer un écosystème qui retient et attire les compétences. Sur les services publics, investir et réorganiser pour maintenir la qualité. Sur le moral, reconstruire une vision collective positive et réaliste. Rien de cela n'est facile. Tout nécessite du courage politique, du dialogue social et du temps. Mon message n'est pas « fuyez la France, tout est perdu ». Mon message est « regardez la réalité en face pour pouvoir la changer ». Le déni n'a jamais résolu aucun problème. La lucidité, oui. Important pour vous, spectateurs. Si vous êtes français, cette vidéo n'est pas une condamnation de votre pays. C'est un appel à l'action collective. Informez-vous, débattez, votez, entreprenez, innovez. Si vous n'êtes pas français,
Regardez votre propre pays avec le même œil critique. Les défis sont souvent similaires. Dernière précision, je ne suis ni économiste patenté, ni politicien. Je suis quelqu'un qui analyse des données publiques et partage ses conclusions. Vous êtes libre d'être en désaccord. C'est même souhaitable. Le débat démocratique est précieux. Si cette analyse vous a apporté des informations utiles, des perspectives nouvelles ou simplement matière à réflexion, je vous invite à liker cette vidéo pour soutenir ce type de contenu analytique. Vous abonner pour recevoir nos prochaines analyses économiques sans filtre. Commentez. Êtes-vous d'accord avec ce diagnostic? Quelle solution proposeriez-vous? Partagez avec vos proches pour élargir la discussion. Et n'oubliez pas, l'information précède toujours la transformation. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle analyse. Cette vidéo présente une analyse économique critique, à but informatif et éducatif. Elle ne constitue pas un conseil financier, fiscal ou d'investissement. Les opinions exprimées sont basées sur des données publiques, mais restent celles de l'auteur. La France, comme toute économie complexe, présente à la fois des défis et des opportunités. Pour toute décision importante concernant votre situation personnelle, expatriation, investissement, carrière, consultez des professionnels qualifiés. Cette analyse vise à encourager la réflexion constructive, pas le défaitisme.